Bienvenue à notre émission de ce samedi 7 juin 2025. Nous recevons comme invité Walter Zelaya, directeur général de l'organisme à but non lucratif Moelle Épinière et Motricité Québec. Nous allons élaborer autour du thème favoriser l'autonomie, améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap au Canada, plus précisément au Québec. La mission d'un organisme à but non lucratif est une déclaration claire et concise qui exprime le but principal pour lequel l'organisme existe, le public qu'il sert et les moyens qu'il utilise pour y parvenir sans objectif lucratif. Créé en 1946, Moelle Épinière et Motricité Québec est un organisme à but non lucratif. Sa mission est de favoriser l'autonomie et d'améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap. L'organisme intervient pour faciliter l'intégration sociale des personnes ayant une lésion à la moelle épinière, faire la promotion de leurs droits et soutenir la recherche. Son action vise également le développement de l'employabilité des personnes ayant des limitations physiques et neurologiques. Nous y reviendrons plus profondément avec notre invité, le directeur général de l'organisme, M. Walter Zelaya. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait très grand plaisir de partager une partie de notre expérience et de le vécu de l'organisation avec vous ce samedi. Merci encore pour l'invitation. Avant d'aller au fond, profondément dans le cœur du débat, nous allons présenter notre illustre invité. Walter Zelaya, puisqu'il s'agit de lui, travaille dans le milieu communautaire depuis plus de 35 ans. Après quelques années en intervention, il assume des postes de coordination et de direction. Au début, dans un regroupement en éducation populaire, ensuite dans un centre d'action bénévole. Il est le directeur général de Mémo Québec depuis plus de 20 ans. Détenteur d'un baccalauréat et d'une maîtrise en service social de l'université à Laval, il a un intérêt marqué pour les questions sociétales et d'actualité. Il est aussi personnellement concerné par les sujets touchant le handicap car il a un frère tétraplégique. Monsieur le directeur, Mémo Québec sort des fonds baptismaux en 1946. Comment se porte l'organisation 79 ans après? Regardez, il faudrait dire qu'on est très heureux de souligner que Mémo Québec va très bien. Et ça, c'est pour pouvoir soutenir donc les populations en situation de handicap. Alors, au moment qu'on se parle, on est une organisation qui est composée de plus de 30 employés. On a un membership de plus c'est-à-dire des personnes qui ont payé leur membership de plus de 1200 personnes. On gravite autour de quelques milliers de personnes aussi qui suivent de près tous les travaux que nous on réalise. Et puis, surtout, ce que nous recevons, c'est beaucoup de commentaires positifs des membres que nous représentons qui se disent satisfaits de la manière comment nous accompagnons les membres, comment nous défendons leurs droits, comment on les accompagne aussi à l'intégration au marché du travail et aussi la manière comment on soutient la recherche scientifique dans le domaine. Alors, je suis heureux de dire que Mémo Québec se porte bien et très bien même. Et je vous dirais que ça tombe très bien parce que plus que jamais, les enjeux qui touchent les personnes en situation de handicap sont présents dans notre société et demandent dans beaucoup de cas des changements substantiels et bon, notre organisme travaille pour que cela se fasse. Pourquoi cette dénomination Moelle Épinière et Motricité Québec? Regardez, quand l'organisme est né, on s'appelait, au début, c'était l'Association canadienne des paraplégiques, chapitre Québec. Comme vous le connaissez, ou pour ceux qui connaissent un peu la situation du Canada, au Québec a toujours été un territoire, une nation à l'intérieur du Canada
qui a ses propres lois, qui a l'idée d'être une société différente du reste du Canada. Et donc, en 1978, en faisant partie de l'ensemble de la mouvance interne au Québec, on devient l'Association des paraplégiques du Québec. Ce n'est qu'en 2010 que la direction et le conseil d'administration amènent une consultation pour nous assurer que le nom de l'organisme reflète davantage le travail qu'on réalise, qui se centre sur le handicap autour de la moelle épinière et toutes les questions liées à la motricité. Alors, essentiellement, c'est pour cette raison-là, pour bien évoquer finalement la situation. Ceci étant dit, notre association est une association ouverte, puis, à vrai dire, toutes les personnes qui veulent devenir membres peuvent devenir membres du moment qu'ils se sentent identifiés avec la mission de l'organisme. Quels sont les critères pour devenir membre de Mémo Québec? Il y en a deux types de membres. Il y a les membres réguliers, donc ça veut dire une personne en situation de handicap qui est touchée par la moelle épinière ou pour des questions de motricité, et en premier lieu, ou bien le membre de soutien, que c'est toute personne qui se sent identifiée con la mission que vous avez mentionnée, qu'on a mentionné tout à l'heure. Et donc, toute personne qui se sent identifiée, qui se sent solidaire et qui veut appuyer la cause et la mission, peut devenir un membre de soutien également. Revenons sur cette mission, c'est vrai que je l'ai évoqué de manière brève tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer la véritable mission de Moelle épinière et Motricité Québec? Oui, tout à fait, avec très grand plaisir. Au fait, nous autres, on a une mission, mais à quelque part, c'est comme plusieurs missions, si vous voulez, à l'intérieur. Notre première, je vous dirais que c'est d'accompagner toute personne qui a une lésion à la moelle épinière. Donc, surtout ce qu'on appelle une personne qui a une lésion médulaire, on va devenir membre. Donc, et nous sommes reconnus auprès du ministère de la Santé du Québec, justement pour représenter cette partie de la population. Donc, le ministère de la Santé, à travers du programme de soutien à l'organisation communautaire, nous reconnaît et nous appuie également financièrement pour que nous puissions réaliser notre mission. Alors ça, c'est concrètement, ça veut dire que toute personne qui a un problème à la moelle épinière, on va l'accompagner, et dans beaucoup de cas, ces personnes-là vont être accompagnées du moment qu'ils sont en centre de réadaptation, puisque nous avons des membres de nos équipes de travail qui sont dans les centres de réadaptation de Montréal ainsi que de Québec de manière permanente. Et quand il y a une personne qui arrive, ou toutes les personnes qui arrivent à ce moment-là pour la réadaptation, font connaissance de notre association. Et pendant le processus de réadaptation, on commence déjà à accompagner la famille et la personne concernée. D'une part, à accepter cette nouvelle réalité qui n'est pas nécessairement facile. C'est en général, c'est une tragédie qui arrive, c'est un problème quand quelqu'un, on lui annonce que, mettons, il ne pourra plus faire usage de ses membres inférieurs ou bien de ses 4 membres inférieurs et supérieurs, donc les mains et les bras, les mains, les bras, les jambes, les pieds. Donc, ils peuvent rester immobilisés pour toujours, dans beaucoup de cas, mais aussi d'autres qui vont rester partiellement atteints. Donc, nous autres, on va les accompagner. D'une part, souvent, c'est un nouveau jargon auquel ils vont faire connaissance. Vous voyez, au niveau médical, ça va tellement vite. Ils rencontrent une panoplie de professionnels, physiciatres, ergothérapeutes, nutritionnistes, travailleurs sociaux, psychologues. Alors, c'est vraiment sexologues, etc. Un grand nombre de personnes, et vous le savez, sont en réadaptation. On lui explique. Alors, nous autres,
on va être là accompagnant pour bien essayer d'expliquer c'est quoi exactement que souvent que les professionnels ont voulu dire, s'ils n'ont pas compris, les expliquer davantage la trajectoire dans laquelle ils vont être submergés pendant 2 semaines, comment ça va se passer, et on les accompagne si jamais ils ont des difficultés de différents ordres. Dans certains cas, c'est l'agent payeur finalement, parce que ça va être un accident d'auto par exemple. Alors, on va lui dire quelles sont les démarches aussi, quoi faire, comment faire pour s'adresser à la société d'habitation, à la société automobile du Québec. Si c'est un accident du travail, par exemple, c'est avec ce qu'on appelle la CNSST. Donc, ils vont devoir faire affaire. Alors, comment on fait affaire? Dans certains cas, ça va bien, mais dans d'autres, pas tout à fait. Alors, on va les accompagner également. Et si ça a été quelqu'un qui était victime d'un acte criminel, alors c'est l'IVAC avec qui on va faire affaire et on va l'accompagner. Ensuite de ça, il va voir la personne, dans beaucoup de cas, il va devoir adapter son domicile parce que si la personne va devoir vivre pour le reste de la vie en fauteuil, il faut adapter la maison. Et donc, il faut faire appel tout dépendant à qui va être son agent payeur. Vous voyez, tantôt, je vous ai parlé de la SAAC, de la CNSST, de l'IVAC. On appelle ça les agents payeurs. Alors, tout dépendant de ces agents payeurs, il y a des programmes à l'intérieur pour les aider dans l'adaptation du domicile. Mais si la personne n'a pas d'agent payeur, si c'est comme quelqu'un qui est monté dans son toit et malheureusement est tombé, et là il reste tétraplégique, alors ce sont plus les fonds du gouvernement directement qui vont naître. Alors on va lui expliquer quoi faire, comment faire. Voilà. Mais ça peut être aussi d'autres problèmes. La personne perd, vous savez, l'usage, il y avait un travail très physique, et là, il va devoir réorienter sa vie professionnelle, sa carrière, peut-être va perdre son emploi. Il y a tellement de choses. Alors, au niveau, on va faire donc un accompagnement, si vous voulez, de cette personne-là, l'amener à accepter pas l'amener à accepter, mais l'accompagner dans ces processus d'acceptation de sa nouvelle réalité. Et vous savez, qu'est-ce qui fait la différence chez nous et pourquoi notre service? C'est que les personnes qui les accompagnent, ce sont des personnes qui sont elles-mêmes passées par là. Parce que ce sont des personnes qui sont elles-mêmes vivent avec une lésion médulaire. Donc, qui ont dû aussi vivre le deuil, faire le processus de réadaptation et plus tard se réintégrer dans la société. Alors, ça projette, si vous voulez, auprès des personnes la possibilité d'amener une vie acceptable, que c'est beaucoup plus acceptable que celles qui vivent dans le moment suite au choc d'avoir reçu finalement un diagnostic de paralysie partielle ou complète du corps. Alors, ça, c'est un travail qu'on fait conjointement avec les psychologues, les travailleurs sociaux et tous les autres. Alors, il y a tout le vécu de ces personnes-là qui est extrêmement riche parce que concrètement, et ça, ce sont tous de nouveaux apprentissages qui font les gens en centre de réadaptation, que ça va de l'utilisation du fauteuil roulant à faire les transferts du fauteuil, mettons, à l'auto ou bien du fauteuil au lit. Voilà. L'apprentissage sur prendre soin de sa peau, par exemple, parce que la peau va rester fragile. Le fait qu'on ne ressente pas les parties du corps, il y a un risque qu'on développe des plaies de pression, par exemple. Alors, comment faire? On doit faire des mouvements à toutes les 12 heures, finalement, pour changer les poids corporels. Alors, vous voyez, ce sont toutes des choses que nos conseillers sont en mesure, en complémentarité, parce que ce sont des professionnels de la santé qui donnent qui font les thérapies et qui donnent les formations également. Alors, nous autres, on va être là pour accompagner les personnes, mais on va les accompagner, ils vont quitter les centres de réadaptation et nous allons les accompagner le reste de leur vie, tant et aussi longtemps qu'ils vont en avoir besoin. Alors, une fois rendus à la maison, on va les accompagner à la réalité parce que vivre avec une lésion à la moelle épinière, ça amène une complexité énorme. La vie n'est plus jamais et la personne n'a pas le choix de devenir extrêmement disciplinée.
comprenez-vous? Il y a les soins qu'il va devoir faire de manière quotidienne. Dans certains cas, c'est à tous les 2-3 jours, mais il y a des soins spécifiques qu'il faut faire. Et vous le savez, on est dans un réseau de la santé, et je pense que c'est au niveau mondial que les réseaux de la santé sont fragilisés depuis quelques années pour différentes raisons. Chaque pays a sa propre réalité, mais ici au Québec, donc, il y en a plusieurs éléments, il y a eu plusieurs réformes, il y a eu une remise en question de la place du service public par rapport au privé, et de plus, il y a un vieillissement de la population qui est importante. Alors tout cela amène à des conséquences. Alors vous voyez déjà une partie de notre mission, comment se réalise dans cette étape-là qui est le processus de la réadaptation. Une fois qu'on est à la maison, c'est tout le travail de l'inclusion dans la société. Et cela, ça va amener un changement important parce que souvent, tout dépendant où est-ce qu'on habite, une grande ville ou une petite ville ou bien la campagne, il faut voir au système de transport. Dans beaucoup de places, il n'y a pas de transport adapté. D'accord? Alors, ça amène des enjeux finalement pour le déplacement de la personne. Mais ensuite aussi, il y en a des lieux qui ne sont pas adaptés encore pour avoir accès dans le fauteuil, avec le fauteuil. Alors, pouvoir accès à des commerces, avoir accès voilà, pour aller chez les coiffeurs, la coiffeuse, pour aller faire ses emplettes. Alors, tout ça, finalement, c'est du travail qu'on fait pour la personne, mais qu'on le fait aussi avec la société pour que la société s'adapte davantage, finalement, aux besoins spécifiques de cette partie de la population. Plus tard, on va accompagner toutes ces personnes-là, mais pour beaucoup, ça va être la recherche d'emploi. Si vous n'avez pas d'agent payeur comme celle qu'on a mentionné tantôt, malheureusement, la personne va avoir au minimum des soutiens de l'État. Pas au minimum, il va avoir un soutien de l'État, mais il faut comprendre que ce sont quand même un soutien de base. Et souvent, c'est comme insuffisant. La personne va vouloir ou va devoir travailler et dans beaucoup de cas, se réorienter professionnellement. Et dans cette réorientation professionnelle, nous avons une équipe de conseillers en emploi et des conseillers en orientation qui vont travailler avec la personne, mais on travaille également avec des potentiels employeurs pour que ces personnes-là réintègrent le marché du travail. Également, la personne, comme je vous disais depuis le début, il peut être prise avec une paperasse gouvernementale ou bien considère que c'est à quoi il a droit, ne le reçoit pas nécessairement du côté gouvernemental des différents ministères. Donc, on a notre service de défense des droits, que c'est un accompagnement qu'on offre individuellement. Mais de plus, nous savons qu'un accompagnement individuel n'est pas suffisant. Souvent, il faut ramener un changement collectif. Et pour faire ces changements, donc, on fait la défense des droits collectifs aussi également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire des représentations auprès du gouvernement, auprès des instances concernées, auprès des municipalités, pour qu'ils changent les règlements, pour qu'ils changent les lois, favorisant une plus grande intégration, si vous voulez. Et on soutient parce que nous considérons que la recherche scientifique contribue aussi à améliorer la condition. Contribue d'une part, je vous dirais, juste imaginons-nous que grâce à la recherche scientifique, une personne qu'avant, suite à l'accident, perdait complètement la mobilité, grâce aux améliorations technologiques, aux avancées de la science, de cette personne-là maintenant peut récupérer une certaine mobilité qu'avant ne pouvait pas l'avoir, tout dépendant où est où l'impact au niveau de la colonne vertébrale a eu lieu. Alors, voilà. Alors, grosso modo, vous voyez, c'est comme 4 volets que nous avons pour faire l'intervention. L'intégration, soutien à l'intégration sociale des personnes, soutien à l'intégration au marché du travail, soutien dans la défense de leurs droits et travail de défense des droits collectifs et ensuite soutien à la recherche scientifique. Voilà comment nous, globalement, on fait notre mission. Dire aussi que même au Québec, à l'intérieur, on a donc tout ce que sont notre défense des dossiers qui sont spécifiques pour les personnes qui ont une lésion médulaire.
Donc, amélioration des soins, amélioration du travail qui se fait dans les centres d'expertise. Mais aussi, on va travailler sur tous les autres dossiers qui concernent l'ensemble des personnes handicapées. Et ça, on va les faire conjointement avec d'autres organisations. Mettons l'accessibilité universelle, l'accessibilité au lieu. Mais ça, on le travaille aussi conjointement avec d'autres partenaires du milieu communautaire et d'autres partenaires, finalement, pour amener ces améliorations-là. Évidemment, on va travailler avec aussi des entreprises privées qui veulent bien nous soutenir finalement dans ce processus-là. Voilà grosso modo un portrait un peu global de comment on concrétise la mission de l'organisme. Vous dire que notre équipe, c'est une équipe dévouée, de personnes qui ont fait le choix de travailler chez nous, que concrètement pourraient, comme grands professionnels et bons professionnels, pourraient être en entreprise privée ou bien travailler pour le gouvernement, la fonction publique, mais qui ont fait le choix de travailler chez nous parce que souvent on n'a pas les salaires qui viennent dans la fonction publique, mais on a une souplesse, on a un milieu, puis on a l'impression de pouvoir avancer beaucoup plus avec les personnes. Alors ça, ce sont ça vient compenser, si vous voulez, ce manque à gagner individuel et des choix individuels que les gens font, où finalement nous vivons des expériences extrêmement enrichissantes, de voir une personne et nous, on a énormément d'expérience. Je vais vous raconter juste une expérience que moi, ça me rend individuelle, mais on en a régulièrement. Il y a un certain temps, il y a un de nos membres qui était suivi en employabilité parce qu'il voulait se trouver un emploi suite à son accident. Et finalement, en discutant, vite on a dit qu'il a besoin aussi de services en défense des droits. Imaginez-vous donc qu'il s'agit d'un citoyen canadien d'origine africaine qui, notamment, il enseignait qui vivait ici depuis longtemps au Québec, mais que a enseigné aussi à son université, dans l'université, dans son pays natal. Mais ça, c'était à temps très partiel, d'accord? Et pendant que monsieur enseignait là-bas, il a eu un accident. Et voilà, il y a eu un accident de voiture. Et donc, normalement, en principe, s'il s'agit d'un citoyen canadien qui habite au Québec, même si vous êtes à l'extérieur du Québec et si c'est un accident de la route, vous allez être couvert. Mais à cause de la situation particulière qu'il travaillait là-bas, et que c'est un travail à temps partiel, moi, dans ma vision, c'était beaucoup pour aider son pays d'origine, si vous voulez, après avoir acquis des connaissances et tout, décide d'aller donner des cours, mais sa résidence restait le Québec. Mais la compagnie, la SAAC, qui est la Société d'assurance automobile du Québec, a refusé de le couvrir. Et donc, finalement, monsieur se trouve sans revenu et tout et rien. Et donc, nous autres, on l'a accompagné et on a gagné. Donc, monsieur, on a gagné devant les tribunaux et monsieur, donc, a pu recevoir finalement des prestations de la SAAC à vie. Comprenez-vous? Sa vie venait complètement de changer, si vous voulez, par rapport à cette réalité. On a prouvé finalement que monsieur était un citoyen canadien, que ce n'est pas parce qu'il est allé enseigner par une période de temps court à l'université que ça lui a enlevé le droit d'être couvert par la SAAC. Mais on le dit avec beaucoup de fierté. Si nous, on n'avait pas été là, ces messieurs-là vivraient actuellement dans une situation financière beaucoup plus précaire que voilà. Alors ça, c'est comme la réalité. Et ça, ce sont les grands plaisirs, si vous voulez, que nous avons quand nous réussissons, par exemple, à une personne, que nous voyons qu'une personne, pour différentes raisons, s'est fait couper le soutien à domicile. Donc, ça veut dire une personne tétraplégique que souvent va avoir quelqu'un des services de santé du Québec qui vont aller l'accompagner. Ils vont lui aider, mettons, à se lever, faire ses soins, lui faire à manger, le coucher le soir
toutes ces questions qui sont finalement pour différentes raisons, ces services-là ont été coupés. Donc on va l'accompagner pour qu'il récupère ces services-là, pour qu'on lui donne ces services-là. Et donc voilà, ça vient apporter un changement dans nos vies. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Tout était bien dit, c'est clair et net. Vous avez anticipé même sur certaines de mes questions et c'est formidable. Le 12 juin prochain, une action de mobilisation organisée par le collectif des organismes de défense des droits des personnes en situation de handicap sera organisée à Montréal. Pourquoi, selon vous, cette action de mobilisation? Mais écoutez, d'une part, je tiens à vous dire, ce collectif-là, c'est une initiative de Memo Québec. Donc, pendant la pandémie, nous voyons que les personnes en situation de handicap, on ne tenait pas compte de leur réalité spécifique et la santé publique ne donnait pas de directives particulières alors que c'est une population extrêmement vulnérable qui a besoin de soins particuliers, de traitements particuliers. Et donc, c'est là que Memo Québec a contacté d'autres organismes partenaires et ensemble, finalement, on a créé le collectif. Au début, on n'avait pas de financement, zéro financement. C'était finalement la volonté des groupes de travailler ensemble et chacun, selon ses moyens, on faisait des activités. Et donc, cette activité-là, se sont organisées justement par ces collectifs-là. Comme vous le savez, le problème de l'habitation est un problème majeur au Québec et puis au Canada également. Et quand on parle d'un problème majeur, vous comprendrez que c'est une difficulté majeure, mais qui affecte surtout les personnes les plus vulnérables. Et moins vous avez moins votre salaire est élevé, moins notre salaire est élevé, plus sont grandes les chances que nos problèmes pour se loger soient beaucoup plus grandes. Et ça, c'est pour tout le monde. C'est une crise du logement qu'on vit actuellement. Alors, on peut s'imaginer facilement qu'avoir du logement adapté pour les personnes en situation de handicap, c'est beaucoup plus complexe et c'est beaucoup plus difficile aussi également. Ça implique beaucoup plus de difficultés. Mettons dans le privé, des propriétaires, ils vont dire pourquoi je vais adapter mon logement alors que j'ai énormément de facilité à les louer à n'importe qui, à n'importe quel prix, tellement est de là. Alors ça crée une pression énorme pour les personnes en situation de handicap. Et donc, nous allons faire une action, d'une part, pour sensibiliser le public en général, mais surtout pour interpeller le gouvernement et aussi la corporation, la Corpic, que c'est la Corporation des propriétaires du Québec, qui eux sont très plus sensibles aux besoins, si vous voulez, de locataires à faible revenu. Et donc une bonne partie des locataires en situation de handicap. Et donc, ça va être une façon de visibiliser cette réalité-là, de la faire connaître, mais aussi de se mettre ensemble aussi. Vous savez, maintenant, depuis la pandémie, on se rencontre beaucoup moins, on fait beaucoup de choses virtuelles, c'est que c'est une avancée énorme. Mais d'une autre partie, il y a toute la vie communautaire qui doit continuer. Et bon, cette action-là, c'est un moment aussi de partager, parce que même si c'est une action de revendication, il faudrait dire qu'on le fait toujours d'une certaine manière dans la joie à quelque part, parce que le fait de se rassembler ensemble, de ne pas se sentir isolé finalement à faire nos demandes, mais aussi ça c'est un élément qu'il ne faut pas le négliger. Alors c'est la raison pour laquelle on va se mobiliser, si vous voulez, avec les autres groupes membres de notre collectif. Une autre mobilisation, c'était le 1er juin dernier. Moi, l'Épinière et Motricité Québec, en collaboration avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval, le CIS Laval, a organisé un salon du véhicule adapté. Pourquoi, selon vous, un salon de véhicules adapté? Ben, vous voyez, la raison étant que beaucoup de personnes, il y a plus de 350 000 personnes qui ont des vignettes de stationnement au Québec adaptées. C'est-à-dire qu'on a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui doivent ou qui conduisent un véhicule adapté.
Ça veut dire, vous le savez, grâce aux avancements technologiques, entre autres, contrairement à ce qui était il y a 50 ans, des personnes peuvent aussi avoir une plus grande autonomie en ayant leur propre véhicule, lesquels sont adaptés finalement en fonction de leur handicap moteur. Évidemment, il faut juste rassurer les gens. Il ne faut pas imaginer que n'importe quelle personne en situation de handicap monte et arrive. Tout ça, finalement, c'est accepté aussi il passe des tests pour s'assurer qu'il est en mesure de conduire et que ça ne comporte aucun danger finalement pour ces personnes-là. Mais ça reste quand même tout ça un petit marché pour les personnes, d'accord? Alors nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on invite toutes les compagnies qui font l'adaptation des véhicules. Au Québec, il s'agit de 8 compagnies, mais aussi on invite des membres qui ont fait adapter leurs véhicules pour donner des idées d'adaptation pour les gens. Et donc, on le fait dans le centre de réadaptation parce que c'est un lieu qui est fréquenté. Et là, vous voyez une action qu'on pose même au Québec. On est les seuls à poser au Québec de faire ce salon-là de l'auto-adapté, mais qui n'aide pas seulement les personnes qui ont une lésion à la moelle épinière. Ça aide toutes les personnes handicapées qui ont besoin d'avoir un véhicule adapté. Ça peut être quelqu'un qui a eu la polio, ça peut être quelqu'un qui a un traumatisme crânien, ça peut être n'importe quelle personne qui va avoir un véhicule et qui a besoin d'un véhicule adapté, quelqu'un qui a été amputé par exemple. D'accord? Alors, ils vont venir à ces salons-là puis voir, faire connaissance de l'adaptation des véhicules s'ils en ont besoin de faire adapter. Ça les permet de les rencontrer tous sur le même lieu, plutôt que, comme on sont des petites entreprises, vous voyez, il y en a un qui est à Trois-Rivières, une autre compagnie qui est au Lac-Saint-Jean, on en a un à Montréal. Alors, vous voyez, ils sont dispersés. Alors, nous autres, on les rencontre. Et nous, ce qu'on fait, c'est que à chaque année, on va aller à différents endroits. Là, on était à Laval. Avant, on était à Montérégie. On est déjà allé à Québec. On a fait à Montréal, en Abitibi. On choisit des endroits, puis les gens vont se rapprocher afin de donner la possibilité. Il faut comprendre qu'on est un organisme à but non lucratif, qu'on a des moyens limités. C'est sûr que c'est pas un salon de l'auto comme le salon de l'auto de Montréal, mais il y en a des centaines de personnes qui en profitent et qui apprécient beaucoup énormément cet événement-là et ce type d'événement-là. Finalement, toutes nos actions, et nous, on est toujours en train de travailler et de penser toujours qu'est-ce qui peut améliorer, qu'est-ce qui peut soutenir les personnes, qu'est-ce qui peut leur donner un coup de main, finalement, pour améliorer leurs conditions de vie, de travail et de vie simplement. À l'occasion de la Semaine québécoise des personnes handicapées, Mémo Québec, en collaboration avec l'Association des directeurs de police du Québec, la ville de Montréal, le service de police de Montréal et Infocrime organisent une campagne nationale pour sensibiliser au respect des places de stationnement aux personnes à mobilité réduite. Pourquoi mettez-vous un accent sur ces espaces-là? Encore une fois, on est un des rares organismes, on n'est pas les seuls, on a plusieurs qui prennent le leadership là-dessus. Mais d'autres groupes, souvent, une fois qu'on a pris le leadership, vont nous appuyer puis vont faire des actions. Pourquoi? Dans la population, souvent, ils vont voir un plat de stationnement réservé et quand vous allez dans son stationnement, puis vous voyez que tout est occupé et les seules places qui sont disponibles sont celles qui sont désignées pour les personnes en situation de handicap. Les gens vont avoir souvent les réflexes de dire « Oh, je vais aller me stationner, mais ça va durer juste 2 minutes. Puis, je vais revenir, puis la personne. » La réalité étant que c'est jamais 2 minutes, c'est toujours beaucoup plus de temps que ça. Et contrairement à cette personne, pour une personne en situation de handicap, pour une bonne partie, la grande majorité, les stationnements sont faits situés à des places stratégiques, afin que la personne n'ait pas à rouler trop longtemps, d'accord? Qu'il ne met pas sa vie en danger quand il est en fauteuil, parce que souvent, quand on roule, mettons, dans un stationnement d'un centre commercial, vous voyez que quelqu'un qui est en fauteuil, on ne le voit pas souvent, et quelqu'un dans l'auto, il peut facilement se faire frapper. Alors,
il y a cette réalité-là qu'il y a. Souvent, c'est la condition de santé qui empêche à la personne de pouvoir rouler longtemps. Et souvent, les personnes ne respectent pas ces places-là. Souvent aussi, des gens vont se stationner toutes collées à la place de stationnement. Or, ils ne savent pas que souvent la personne est dans une vanne parce que son fauteuil est là. Il y a une place importante pour ouvrir la porte, sortir finalement et pouvoir sortir de là. Alors, il y a toutes ces réalités. Souvent, c'est les commerçants aussi qui vont faire des places de stationnement parce que c'est obligé par la loi, mais qui vont les situer à des places où c'est pas approprié. Mettons, on a visité un centre commercial justement la journée qu'on a lancé la campagne où c'est super beau. Il a toutes les places de stationnement, mais ils sont tous à côté d'escaliers. Alors vous voyez, la personne va devoir de toute façon, même si elle est à côté de la porte, aller faire tourner énormément pour trouver finalement la rampe d'accès. Alors, il y en a des choses, pour nous, cette campagne de stationnement, ça nous permet d'une part de sensibiliser le grand public, de dire respectez les places de stationnement. Ce n'est pas un luxe, les places de stationnement. Les places de stationnement permettent, beaucoup de personnes en situation de handicap, quand ils arrivent et qui n'ont pas de place de stationnement réservé, doivent retourner chez eux. Comprenez-vous? Et pour eux, c'est complètement différent de nous, parce que nous, même si on peut stationner loin, c'est pas grave, on peut marcher, c'est même bon pour la santé. C'est pas la même chose pour une personne en situation de handicap. Alors, il y a cette sensibilisation-là, il y a la sensibilisation aux commerçants, de s'assurer qu'ils ont la bonne signalisation et que les places de stationnement sont mises à la bonne place pour les personnes. Et on sensibilise donc la population en général à être beaucoup plus civilisée, si vous voulez, envers cette partie de la population-là. Et bon, tout cela fait en sorte que ça contribue au mieux vivre ensemble, comprenez-vous, en respectant chacun les propres réalités, les propres contraintes, et en gardant cet esprit-là qu'une société doit toujours être une société avec une perspective humaine, sensibilité humaine, que souvent, malheureusement, avec toutes les exigences de la vie quotidienne, on a tendance à oublier. Nous allons souffler une seconde de temps pour vous de boire un verre d'eau et puis nous revenons tout de suite. Travailleurs émigrés, yeah! Mon grand-père avait raison. Quand il me répétait toujours que mon fils, écoute-moi bien, c'est très important pour ton avenir. Et moi j'ai dit, qu'est-ce que tu vas encore lui dire? Vivre à l'étranger, c'est pas facile. Auditrices, auditeurs, Immigration FM, je vous rappelle que vous êtes en direct sur Immigration FM. Nous recevons ce jour le directeur général de Memo Québec, M. Zelaya, qui nous entretient depuis quelque temps de manière fort belle et nous donne beaucoup d'informations sur la mission et les activités de cette importante organisation à but non lucratif au Québec. Alors, parlons maintenant d'une actualité qui continue de défrayer la chronique, l'affaire Normand Meunier. Pour rappel, à destination de nos auditrices et auditeurs, l'affaire Normand Meunier fait référence au décès de cet homme paraplégique décédé en mars 2024 après avoir développé une plaie de lit à l'hôpital de Saint-Jérôme et après avoir exercé son droit à l'aide médicale à mourir. Le bureau du coroner a ordonné une enquête publique pour faire la lumière sur les circonstances de sa mort et les audiences sont en cours au Palais de justice de Montréal. Elles ont d'ailleurs repris le 2 juin et s'achèvent en principe le 6 juin 2025. Monsieur Zelaya, pourquoi cette malheureuse affaire semble préoccuper tant votre organisation? Mais disons d'une part que Normand était membre de notre organisation. Comme je vous expliquais tantôt, nous accompagnons des gens du moment qui arrivent au centre de réadaptation. Alors, c'est en 2022 que nous avons fait connaissance, notre organisme a fait connaissance de Normand au centre de réadaptation Gingras-Lincey de Montréal.
Et donc, tout de suite, nous avons des conseillères, des conseillères. Donc, il y a un conseiller qui a travaillé de proche avec la conjointe de Normand et une autre conseillère qui a travaillé auprès directement de Normand Meunier. Et donc, vous savez, notre travail, c'est tellement important de soutenir la personne et de lui amener à dire, après un accident, après un paraplégie, il y a une vie après. Après une lésion médulaire, il y a la vie qui continue et tu peux continuer à avoir une vie et faire des réalisations et des projets et même avoir des moments heureux dans la vie. Mais c'est un dur coup à passer. Alors, c'est extrêmement difficile cette période-là. Mais nous autres, quand on voit après la résilience des personnes avec les années, c'est sûr que ça nous fait chaud au cœur de voir où la personne était détruite et quand on les rencontre souvent, sont dans une situation morale incroyable. Tranquillement, pas vite, on les accompagne. Avec Normand, on avait réussi. Normand était un camionneur Dakar, quelqu'un qui a donc toujours fait la route, qui était là, un homme extrêmement actif, un homme gaillard, qui approchait déjà la retraite, que lui allait prendre sa retraite bientôt, qui avait des projets et tout, il est blanc, il arrive, il devient tétraplégique, aucun mouvement et tout. Ça a été difficile. Et on l'a accompagné, puis Normand, tranquillement, pas vite, ben, il a appris à accepter cette réalité-là. Qui ne pourrait, qui allait rester en fauteuil, et puis il voyait des projets malgré tout, cette situation-là. Malheureusement, en se rendant à l'hôpital dans sa région, l'hôpital n'a pas appliqué le protocole de base qui ont besoin de ces personnes-là. Donc, ça prend des plateformes thérapeutiques spécialisées. Vous ne pouvez pas, pour une personne qui a une lésion médulaire ou certains types d'handicap particuliers, les mettre directement dans son civière. Et ça, les personnes, nous autres, on va les sensibiliser à ça de telle manière que les personnes et leurs familles sont très sensibles, ils connaissent très bien quoi faire, quoi éviter. Les protocoles de base, ils les connaissent, la famille. Il faut que vous me bougez à toutes les 12 heures, à droite et à gauche. Ça prend des oreillers qu'on va mettre à certaines parties du corps aussi également à certains moments. Voilà, la nutrition doit être faire attention. Alors, il y a tellement de choses. Or, malgré que la conjointe l'a dit à plusieurs reprises, ben, il a séjourné plus de 95 heures à l'urgence sans que jamais on lui apporte une plateforme. Sa situation s'est aggravée et finalement, il est sorti de l'hôpital avec une pleine pression immense qui couvrait toutes les fesses. Comprenez-vous? C'est cela, c'est pourri complètement après, malgré les opérations. Puis c'était, vous voyez, c'est incroyable, c'était quand vous voyez ça, et vous vous posez la question, comment c'est possible que des médecins envoient quelqu'un à la maison avec un trou de main, un trou immense là, dans les fesses, et qui lui disent qu'on lui donne congé, d'accord, et de lui dire que les services locaux, le CLSC, aller s'occuper de ça, alors qu'eux, ils vont faire les changements de pansement, mais c'est pas eux qui donnent, si vous voulez, exactement le plan d'intervention médicale à faire. Bref, monsieur, finalement, avec cette plaie-là, n'a jamais pu être guéri, puis les médecins lui ont dit, écoute, là, c'est la fin là, qui approche, il n'y a rien à faire, alors tu as le choix maintenant entre mourir tranquillement, l'infection ne pouvait pas déjà être traitée. De manière complète, on lui a dit clairement, cette plaie de pression ne peut jamais être guérie. Il touchait déjà l'os. Alors, ce qui va arriver, c'est que l'infection va augmenter, et à un moment donné, ben, tu vas avoir des pertes de connaissances, tu vas avoir des déliriums, tu vas avoir voilà, puis la mort va arriver. Il lui a dit, ben, écoutez, je veux m'empêcher ces souffrances-là, mais aussi empêcher ces souffrances à ma famille, et donc je fais la demande de l'aide médicale à mourir. Vous comprenez, mais il fait la demande, contrairement, quand on fait la demande de l'aide médicale à mourir, c'est parce que la personne, en principe, il veut mourir, pas il veut mourir, mais il considère qu'il est arrivé à la fin de sa vie, que les souffrances qu'il vit sont énormes, et que donc, dans ce contexte-là, préfère demander l'aide médicale à mourir. Mais lui, il nous l'a dit clairement, moi je demande l'aide médicale à mourir parce que je n'ai pas d'autre choix. Et donc, suite à ça, Nemo Québec s'est mobilisé pour qu'il y ait une enquête du coroner. Et ça a été un travail parce que c'est pas n'importe comment, c'est la première enquête de coroner qui est octroyée, qui est faite au Québec
suite à une demande d'aide médicale à mourir. Parce qu'en fait, les coronaires vont intervenir quand il y a mort suspecte. Vous comprenez? C'est une mort suspecte, il y a une mort suspecte à quelque part, et le gouvernement, le ministère de la Sécurité publique va décider de déclencher une enquête du coroner, qui est une enquête indépendante et qui fait finalement le tour de la question pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé et au besoin donner de proposer des changements pour que cette situation-là ne se reproduise plus s'il y a eu un manquement à quelque part de la part des instances gouvernementales. Alors, dans le cas qui nous concerne, voilà, donc on a obtenu une enquête du coroner avec Sylvie Brosseau, qui d'ailleurs c'est la conjointe de Normand, qui a été extraordinaire, je vous dirais. On travaille ensemble et puis nous, on l'a accompagnée, évidemment, on a été avec elle pendant tout le processus, quand elle a demandé l'aide médicale à mourir. Et moi, personnellement, j'étais là avec Normand quand il a parti, puis j'avais promis à Normand de dire que sa mort ne serait pas en vain et qu'on allait faire tout le possible pour que des situations comme ça ne se reproduisent plus. Alors, c'est dans ces cadres-là qu'on était et l'enquête étant terminée, mais les auditions publiques, les audiences publiques sont terminées. Ils ont terminé justement cette semaine et maintenant le coroner va pouvoir faire son rapport. Pour moi, les 3 semaines qui a duré cet exercice-là a montré de manière claire les lacunes importantes de cet hôpital-là en ce qui concerne les traitements, le manque de suivi. Et comme moi je l'ai dit quand j'ai donné mon témoignage au coroner, il y a une réalité, c'est que les personnes en situation de handicap, c'est un peu comme l'angle mort, comprenez-vous, de notre société. Donc, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on s'en occupe pas. Et probablement, les personnes qui m'écoutent vont voir que c'est pas quelque chose qui est propre au Québec. C'est partout. Dans le monde, c'est une partie de la population qui est souvent négligée, qu'on s'occupe pas assez, qu'on ne les considère pas des citoyens à part entière. Et même si ici, au Québec et au Canada, on a fait des avancements énormes, il y en a beaucoup de choses à faire, comme on l'a démontré finalement, malheureusement, ce décès-là. Et il faudrait dire que nous autres, depuis longtemps, on voyait cette situation-là s'aggraver et voir par exemple, les plaies de dépression, ça devenait comme quelque chose d'anodin pour les gens. Or, ça amène énormément de souffrance pour les personnes. Ceux qui connaissent, ceux qui ont eu déjà des plaies de dépression, ils vont voir que les personnes doivent rester couchées souvent 22 heures sur 24 pendant des mois. On a des personnes qui restent couchées comme ça pendant des années. Imaginez-vous quelle vie on peut voir de cette nature-là quand on est tout le temps alité. Et alors que c'est dû à des manques de soins appropriés, le manque d'application des protocoles, que si on les applique comme il faut, ben on éviterait 95% de ce type de plaies de dépression. Et je pense qu'on a réussi à faire cette semaine, à illustrer, puis surtout, on a mobilisé, parce qu'on a fait beaucoup d'actions, à sensibiliser les différentes instances au niveau gouvernemental et particulièrement au réseau de la santé pour faire en sorte que cette situation change. Et nous avons beaucoup d'espoir que cette enquête publique et les recommandations, que par ailleurs, on a vu déjà dans le réseau de la santé, sont en train de poser des gestes concrets déjà pour améliorer cette situation-là. Alors, nous sommes évidemment trouvé malheureux cet événement-là, mais d'une certaine manière, ça nous a permis pour illustrer concrètement les lacunes qu'il y a dans le réseau de la santé pour les soins et les traitements des personnes, que souvent, ils vont aller à l'hôpital pour traiter un problème X et qui vont sortir avec un autre problème XY qui va être aussi malheureux, endommageable, que la première raison pour laquelle se sont adressés à l'hôpital. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. C'est une histoire pathétique. Vous avez dit l'essentiel. Le temps nous tient par la gorge, mais cependant, nous avons des questions des auditeurs et auditrices. Vous allez essayer de répondre un peu plus abrégé les réponses. C'est Roméo du Congo-Brazzaville en Afrique qui pose la question suivante.
Est-ce que votre organisation peut conclure des partenariats avec les associations des personnes handicapées dans mon pays? Oui, c'est possible, évidemment. Oui, c'est sûr qu'on peut le faire avec grand plaisir. Vous dire que nous l'avons déjà fait, par exemple, il y a quelques années avec le Liban, parce que nous avons développé un guide pour les personnes, puis on l'a adapté finalement pour que ce soit utilisé là-bas. C'est sûr qu'il faut être clair, nous n'avons pas de moyens financiers pour soutenir d'autres organisations, on aimerait bien, mais par contre, on est prêt à partager l'expertise que nous avons, les connaissances, et ça va nous faire grand plaisir. Surtout des pays francophones, il y a moyen, à mon avis, puis j'aimerais bien que notre guide, qui est extrêmement apprécié ici, puisse servir ailleurs, et avec grand plaisir, on va le faire. On a déjà accueilli aussi des délégations de l'Afrique, donc du Maroc, mais on a aussi du Mali, on a eu aussi des délégations qu'on a déjà accueillies. Alors, dans la mesure du possible, oui, ça nous ferait plaisir. Merci. Autre question, c'est Jonathan depuis le Québec. Est-ce que votre organisation lutte suffisamment contre le racisme et la discrimination chez les personnes handicapées? Oui, tout à fait. Ça fait partie de notre réalité. Juste vous dire que nous sommes fiers de parler de la diversité qu'on a dans notre organisme. D'accord? Vous avez un directeur général qui est issu de l'immigration. Et à l'intérieur de notre équipe de travail, si vous allez sur le site Internet, vous allez voir finalement comment on est un groupe, un organisme très divers, des gens de diverses origines. Et puis, par exemple, nos membres sont de diverses origines aussi également. En employabilité, par exemple, 50% des gens qu'on accompagne sont des personnes issues de l'immigration. D'accord? Et nous faisons quelque chose que rarement des organismes font. Beaucoup d'organismes vont accompagner les personnes seulement si ces personnes-là ont déjà été acceptées légalement par le Québec. Nous autres, on va accompagner toute personne. Même s'il n'a pas tous les documents, même s'il n'a pas toutes les règles, du moment qu'il y a besoin d'accompagnement, nous allons le faire également. Dernière question, Caroline depuis Terrebonne. Que fait votre organisation pour éviter dans l'avenir une autre affaire du genre Normand Meunier? Mais comme vous voyez, nous nous sommes mobilisés, nous avons interpellé. Sachez que ça a été le dossier le plus important pour nous qu'il y a actuellement. Donc, on a interpellé toutes les instances gouvernementales, on a fait des rencontres partout, on a déposé aussi un document extrêmement important que le ministère de la Santé nous a demandé et dans lequel on a montré quelles sont toutes les lacunes qu'il y a au niveau des services de santé. Et ça, on l'a fait avec nos membres pour dire où est-ce que les améliorations devaient se faire et quelles sont les améliorations qu'on devait faire. Et voilà. Donc, nous travaillons très intensément pour nous assurer que des situations comme cela ne se reproduisent plus. Effectivement. Merci. Monsieur le directeur, nous amorçons la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un message spécial pour les personnes à mobilité réduite qui vous suivent en ce moment à travers le Québec et le monde? Oui, vous dire que nous devons continuer et partout dans le monde, les gens qui travaillent avec des personnes en situation de handicap, d'une part, il faudrait dire que nous sommes passionnés parce que nous accompagnons des personnes qui ont énormément de talent, énormément de force, puis énormément de choses à apporter à la société. Et d'une part, c'est de dire à ces personnes-là qu'il y en a des alliés, qu'il y a des organisations qui vont les appuyer et qu'on peut continuer à améliorer la situation. Et aussi dire à toute personne de ne pas hésiter à faire appel aux organisations comme les nôtres finalement pour les accompagner. Et si jamais ils se rendent compte que ces organisations-là ne sont pas à la hauteur des demandes, vous avez le droit aussi d'aller interpeller ces organisations-là afin qu'ils améliorent leur intervention. Je pense que c'est important de se dire qu'une société est composée de tous ses membres et de toutes ces diversités-là, et de considérer que les personnes en situation de handicap ne sont pas un fardeau, mais que sont finalement ils font un apport incroyable à la société. Il nous reste que juste pour nous humaniser
face à la situation que quelqu'un peut vivre, mais je pense que déjà c'est une contribution qui est importante. Alors, de dire qu'on doit continuer à travailler là-dessus, il y a tout le reste de nous dire que nous avons une responsabilité sociale, morale, économique et politique de donner la place à cette partie des personnes qui n'ont pas choisi de vivre avec un handicap, mais qui ont choisi la vivre et continuer à contribuer malgré les limitations avec lesquelles elles vivent. C'est ici que prend fin notre émission de ce samedi 7 juin 2025. Nous remercions Monsieur le directeur général de Mémo Québec, Monsieur Zelaya, d'avoir accepté ce grand rendez-vous médiatique. Pour ceux et celles qui n'ont pas pu suivre l'émission en direct, nous rappelons que cette émission sera dans quelques minutes diffusée sur toutes nos plateformes et sur les réseaux sociaux à travers le monde. À la présentation, Norbert Chana, et à la technique, Monsieur Alain Ziggy depuis le Cameroun. Au revoir et à bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Chana. Donnez-moi encore un whisky avant de mourir. Travailleur immigré.